Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dédié à la tech, au numérique et évidemment à son impact sur nos vies. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet brûlant, c'est comment les marques doivent faire pour se positionner à l'ère d'un ChatGPT et de l'intelligence artificielle générative. Est-ce la fin du SEO traditionnel? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Germain de Flandre, qui est fondateur et patron de HelloCost, une entreprise qui est spécialisée en SEO et aussi en Géo. On va en parler pendant ce podcast. Germain, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'être là. On inaugure ce podcast avec vous. On va commencer brièvement par expliquer ce qu'est HelloCost, ce que vous faites, combien vous êtes. Oui, merci. Donc HelloCost, on est, comme vous le disiez, une agence spécialisée en SEO et en Géo. Donc pour ceux qui nous écoutent, le Géo, c'est Generative Engine Optimization, donc c'est l'optimisation sur les moteurs de recherche IA. Et donc notre objectif est de positionner nos clients, comme les Toyota, Ladbrokes, Orange, sur les moteurs de recherche Google traditionnels, Bing, et les moteurs de recherche IA. D'accord, alors j'imagine que quand vous êtes lancé, vous étiez plutôt sur aider vos clients à apparaître dans les moteurs de recherche, essentiellement Google, on peut le dire. Ouais. Vous suivez une bascule aujourd'hui, c'est vraiment toute une nouveauté puisqu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle générative. Et au fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait de plus en plus de recherches dans un ChatGPT, par exemple. Oui, mais en fait, c'est une bascule qui est un peu naturelle parce que le SEO, c'est pas uniquement Google à la base. Le SEO, c'est Search Engine Optimization. Donc, on est plutôt des experts du search. Mais évidemment, Google représentait plus de 95% du search. Donc, fatalement, on associait le SEO à Google. Aujourd'hui, quand Google perd des parts de marché, c'est assez naturel qu'on évolue aussi et qu'on utilise notre expertise search pour l'ensemble du search, fatalement. C'est ça. Alors, justement, vous disiez Google perd un peu de part de marché. On entend beaucoup, ou en tout cas les gens prédisent, les futurologues de l'IA prédisent que Google est mort ou quasi mort et qu'aujourd'hui les gens ne cherchent plus dans Google pour avoir 10 liens, mais préfèrent avoir une réponse générée par l'intelligence artificielle. C'est beaucoup plus facile. On pose une question et on a tout de suite la réponse. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'aujourd'hui Google est quasi mort? Google n'est pas mort et est loin d'être mort. Ce qui est sûr, c'est que Google a vu arriver un concurrent de taille en face de lui. Ça, c'est certain, là où avant, il trônait seul. Par contre, Google, maintenant, s'est adapté aussi. Ce qui est certain, c'est que les liens bleus cliquables et devoir consulter 10 sites pour trouver sa réponse, ça, c'est mort, en effet. L'expérience utilisateur est bien plus agréable quand on pose une question aujourd'hui à ChatGPT et qu'on a la réponse. Et la manière dont Google a répondu, c'est notamment AI Overview, donc la réponse IA dans les résultats de recherche qui Google. Apparaît au-dessus là, des liens cliquables. Exactement. Et ce qui a été lancé aux États-Unis, maintenant en Allemagne même, donc qui va arriver très vite aussi, c'est AI Mode, c'est-à-dire que c'est directement Gemini dans les résultats de recherche. Donc c'est-à-dire qu'on a aussi un moteur conversationnel maintenant au lieu de liens bleus cliquables. Donc en fait, Google s'est adapté pour correspondre à une expérience utilisateur que peut proposer ChatGPT ou autre. D'accord, donc il y a cette évolution de Google qui se transforme, mais quand même je reviens un petit peu en arrière, une vraie question, c'est de se dire, est-ce que les gens vont encore sur Google ou vont encore aller sur Google ou finalement, non, les recherches vont de plus en plus, on a l'impression qu'il y a une bascule, que les gens vont moins sur Google, donc il y a moins de recherches Google et plus de recherches sur ChatGPT. Alors, les gens fouillent. Non, pas spécialement. On a des chiffres pour ça? Oui, donc le nombre de recherches sur Google est en augmentation. Il a augmenté de 4%, je pense, year-to-year. Par contre, le nombre de recherches sur ChatGPT a augmenté de 216% year-to-year. Donc c'est juste qu'on cherche beaucoup plus et que évidemment, du coup, le nombre de parts de marché de Google est réduit. Par contre, la croissance du nombre de recherches est toujours là. D'accord. Et donc ça veut dire... Donc vous le dites aussi que malgré tout, quand on mène maintenant une recherche sur Google, il y a la génération d'intelligence artificielle. Quand on fait une recherche sur ChatGPT, c'est le cas aussi. On a une réponse qui est toute faite, pas forcément de lien cliquable, quoique. Est-ce que ça veut dire que du coup, pour une marque, ça change forcément la donne? Ça veut dire qu'on contrôle beaucoup moins ce que produit une IA. Aujourd'hui, si je pose une question, quel est le meilleur grille-pain pour une famille de 5 personnes, j'ai pas une réponse qui est cliquable. J'ai un choix de l'intelligence artificielle qui va le donner, qui va apporter une réponse un peu, on ne sait pas très bien d'où. C'est justement là le sujet. C'est un peu comme au début de Google où on disait on ne sait pas très bien comment il choisit qui met en premier et qui met en dernier dans les résultats de recherche. En réalité, si, et on l'a compris avec le SEO, ça on est un peu
pareil ici, tu parles de grippins, on travaille avec Riviera Bar qui vend des grippins. D'accord, c'est un hasard. Et donc on parvient à faire un travail pour les positionner sur les moteurs de recherche IA notamment et sur Google. Donc si on peut influencer l'IA, évidemment qu'on a beaucoup moins de données que les 20 dernières années de Google qu'on a analysé, mais par contre ici en quelques années, on parvient quand même à avoir une belle compréhension de la manière dont on peut se positionner dans les réponses de l'IA. Donc c'est pas tout à fait un hasard ce que l'IA répond. D'accord. Donc ça veut dire que quoi ? On peut manipuler ces intelligences artificielles, ou en tout cas influencer ces intelligences artificielles pour pousser sa marque ? On peut complètement l'influencer. Pour que tout le monde comprenne, il y a 2 grands pans pour l'IA dans la manière de répondre. La première, c'est sa base de connaissances. Si on prend encore une fois ChatGPT, c'est limité à juin 2024. Et donc là, c'est quelle est la capitale de la Belgique ? Il n'a pas besoin de faire une recherche sur le web. C'est dans sa base de connaissances, il nous répond directement. La deuxième chose, c'est ce qui n'est pas dans sa base de connaissances, et donc là, il va faire recherche sur le web, comme on voit toujours apparaître. Et donc là, en fait, il va faire une recherche. Alors à l'origine, Bing, maintenant c'est Google, on s'en est rendu compte, et il va découper notre recherche ChatGPT en plusieurs recherches Google. Il va analyser lui-même les sources et il va nous répondre. Et donc tout l'enjeu, c'est évidemment d'apparaître dans les sources qui sont proposées à l'IA, dans des sources de confiance, et qu'il analyse notre contenu et que fatalement notre marque soit dans ce contenu-là. D'accord. Et en gros, c'est comment on fait, c'est-à-dire, je sais par exemple que Le Monde a fait un accord et d'autres grands médias ont fait des accords avec OpenAI, la boîte derrière ChatGPT, pour fournir leur contenu et donc apparaissent un petit peu mieux. Est-ce que ça veut dire quoi ? Toutes les marques doivent faire ou peuvent faire ce type de deal en plus d'un certain nombre d'optimisations ? Oui, clairement, en fait, on se rend compte que les médias, c'est 84% des sources qui sont prises en compte par l'IA. Certains médias parce qu'ils ont des partenariats, mais pas que. Parce qu'en fait, quand on va demander, et je prends un autre exemple, quelle est la meilleure voiture hybride, et je ne le prends pas par hasard parce qu'on travaille pour Toyota, et bien en fait, au lieu d'analyser le site de Toyota et le site de ses concurrents, il va trouver un média type Autoscout, Autohero, peu importe, qui va lui-même faire un classement. Parce qu'il se dit, si j'ai confiance en ce média et que lui fait le classement, je préfère aller chercher directement ce contenu-là que moi aller faire un classement sur base de quoi, je ne sais pas. Et donc en fait, l'objectif, c'est évidemment d'apparaître absolument dans ces classements-là et savoir quelles sont les sources. Et si je peux prendre un autre exemple, c'est Wikipédia. Aujourd'hui, si on prend l'ensemble des sources Wikipédia aux US, c'est plus de 50%. Dans plus de 50% des réponses, Wikipédia est pris comme source. La raison, c'est qu'en fait, l'IA veut s'assurer que votre marque est une marque d'autorité. Et donc, même si Wikipédia est communautaire, il va aller analyser la page Wikipédia pour comprendre à quel point vous êtes une autorité dans votre secteur. Donc, on travaille les pages Wikipédia de nos clients aussi. D'accord, donc ce qui veut dire quelque part, on voit quand même de fortes similarités avec le SEO classique, c'est-à-dire la manière dont on apparaissait dans les liens cliquables des résultats Google. Il y avait aussi tout cet aspect d'influence, d'importance de certains contenus et de sites web. Par contre, est-ce que l'optimisation, l'adaptation du site web d'une marque est aujourd'hui encore quelque chose de crucial, hein. On sait qu'il fallait écrire de telle ou telle manière, placer de telle ou telle manière certains contenus. C'est encore le cas pour l'intelligence artificielle ? Bien sûr. En fait, tout le socle du SEO est similaire. C'est simplement qu'au lieu de faire du SEO pour un humain qui va faire une recherche Google, on fait du SEO pour une IA qui fait une recherche Google. Donc c'est plutôt la superficie et la data à la base de se dire quelles sont les recherches faites par l'IA plutôt que de se demander quelles sont les recherches faites par un humain. Le reste, on l'optimise de manière assez similaire avec quelques différences. Mais donc il y a toujours le SEO sur le site de la marque et il y a le SEO off-page sur les sites autres comme les Wikipédia, les médias, etc. dont on parlait, quoi. D'accord, alors pour faire encore une fois très concret, pour bien comprendre, je suis une marque aujourd'hui, je vends des verres en plastique, non on peut plus, des verres, je vends des verres, je vends de la vaisselle, voilà, je veux mieux apparaître, je viens vous trouver, quelles sont les 3 premières étapes ou les 3 grandes étapes que vous allez mettre en place directement? Alors la première étape, c'est faire une vue, un audit, même si j'aime pas ce terme qui sonne très ancien, mais une analyse quand même, un état des lieux de la situation, à quel point est-ce qu'aujourd'hui vous êtes visible. Pour ça, on utilise un outil qu'on a développé qui s'appelle Mention Lab et qui permet de connaître à quel point une marque est visible ou pas sur l'IA, justement quelles sont les sources, etc. Donc on va déjà faire l'état des lieux actuel. Ensuite, on va parvenir justement, grâce à cet outil aussi, à comprendre quels sont
toutes les requêtes faites par l'IA et les requêtes les plus importantes pour vous, est-ce que vous êtes présent ou non, et comment faire en sorte d'y apparaître, où là on rentre un peu plus dans du SEO traditionnel et du RP. Et puis la dernière étape, c'est fatalement de reporter ça, voir l'évolution, apprendre, test and learn, apprendre et continuer à faire du SEO et à nous voir évoluer. D'accord, alors c'est intéressant parce que j'imagine que beaucoup ne savent pas qu'on peut faire ça, au fait qu'on a un accès quelque part aux infos d'un ChatGPT pour savoir comment apparaissent telle et telle marque sur base de telle et telle recherche, et avoir de l'historique de ça. Comment est-ce que vous y arrivez ? Il y a des accès, il y a des secrets de fabrication de chez Hellocost pour y arriver ? Alors en fait, à la base, on le faisait manuellement. C'est-à-dire qu'on choisit certaines requêtes, certains prompts, et puis on les teste, on analyse la réponse, on voit si la marque est là, on voit les sources, on mettait ça dans un tableau Excel. Sauf qu'il y a un moment où évidemment ça nous occupait un peu trop, et si on veut de la data fiable, évidemment, c'est pas scalable. Et donc c'est là où on a créé cet outil, mais qui permet de tester des milliers de requêtes, des milliers de fois, et c'est là où la data est fiable. D'accord. C'est un outil qui démarre, que vous utilisez beaucoup, avec lequel vous faites quoi ? Déjà des classements de marques, des choses comme ça ? Oui, c'est un outil qu'on a lancé maintenant il y a quelques mois, qu'on utilisait même avant ça pour nos clients, pour nos clients existants, et puis où là maintenant c'est vraiment une solution différenciante qui combine à la fois cet outil-là et du service, parce que l'outil uniquement, c'est compliqué en tant que marque de savoir comment poigner dedans et quoi en faire. Et en fait, le service sans l'outil, on n'a pas la data nécessaire. Et donc, la combinaison des deux permet d'avoir une stratégie efficace pour se positionner sur l'IA. Et donc, on a aujourd'hui des cases concrets qui permettent de montrer qu'on peut avoir un impact, quoi. Alors, petite question de néophyte, mais... forcément, on dit, voilà, les marques, vous devez apparaître dans les réponses ChatGPT, forcément, sinon vous disparaissez quelque part, ou vous privez de pas mal de contacts, etc., et de présence publique. Mais au fait, concrètement, qu'est-ce que ça permet de générer pour une marque ? C'est-à-dire que, en gros, quel est le meilleur grille-pain ? On le comprend. Dans d'autres cas, on n'a pas de lien cliquable, on n'a pas forcément de conversion derrière. Donc, c'est juste quoi ? De la notoriété pour pas mal de marques, ou il y a un enjeu vraiment de conversion, de ROI derrière ? Il y a un enjeu clair de ROI derrière. D'ailleurs, aujourd'hui, vous pouvez le voir, sans rentrer dans tous les détails techniques, mais via les solutions type Google Analytics, on peut voir le trafic qui vient des IA sur tous nos clients, on voit ce trafic qui explose. Mais il y a un biais parce que c'est bien plus que ça. C'est en fait tout le funnel, c'est-à-dire de la première question et l'interrogation à la conversion, on va poser des questions à l'IA. Quand on va se demander quel est le téléphone qui me convient, mais ensuite on va demander où est-ce que je peux l'acheter. Et là, en fait, on arrive de plus en plus dans des requêtes commerciales et transactionnelles sur l'IA, là où à l'origine c'était beaucoup plus de l'informationnel. Aujourd'hui, ce sont des requêtes beaucoup plus transactionnelles aussi qui apparaissent. Et un autre élément, c'est qu'avec GPT-5, et là la nouvelle mise à jour qui a été faite, l'IA peut aller pour nous sur un site. Donc si je prends par exemple le secteur du tourisme et du voyage, aujourd'hui l'IA peut aller elle-même sur un booking, peu importe, réserver un hôtel pour toi, réserver ton avion, réserver, donc si un booking, par exemple, ne permet pas aujourd'hui à l'IA d'aller sur son site pour faire une réservation, fatalement, demain, elle risque d'avoir quelques soucis. Donc, on va s'habituer à une IA qui fait des actions pour nous. Et donc là, on rentre encore dans une autre dimension et une importance d'autant plus capitale d'être visible. Ce qui, j'imagine, est une aubaine pour des entreprises comme Hellocost, c'est justement venir un petit peu sur ce marché du géo. Alors, c'est très marrant parce qu'il y a quelques années ou une dizaine d'années, on voyait plein d'entreprises, plein de startups, d'agences qui se créaient pour aider les boîtes à apparaître sur Google. Celles-là sont progressivement en train de migrer et de proposer des services géo. Puis on voit de nouveaux services qui apparaissent. On est un petit peu comme à l'époque de l'apparition de ces agences SEO. Est-ce que c'est un peu le nouveau Graal dans le marketing digital aujourd'hui, le géo ? Le Graal, en tout cas, c'est le sujet qui interpelle beaucoup. C'est un sujet assez nouveau, donc fatalement, c'est un sujet qui attire. Maintenant, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est aussi assez naturel pour nous en tant qu'agence SEO de s'y diriger et d'amener une solution complémentaire, de dire on va travailler tout votre search. Parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas d'intérêt de travailler uniquement Google,
mais ça n'a pas d'intérêt non plus de travailler uniquement l'IA. En fait, on est dans un search qui est beaucoup plus holistique. On va aussi travailler le search sur les réseaux sociaux. Parce qu'on cherche un restaurant, en fait, on va sur TikTok pour trouver le meilleur restaurant à Bruxelles. Donc, en fait, on est plutôt dans une vision du search holistique, mais oui, c'est clair qu'aujourd'hui, quand on parle du GEO, mais c'est un sujet qui interpelle et qui fait cliquer, quoi. C'est ça. Et vous avez quoi, des demandes d'entreprises à tire-larigot? J'imagine que toutes les boîtes aujourd'hui vont commencer, peut-être après ce podcast d'ailleurs, vont peut-être vouloir se dire ok, il est temps que je m'y mette. Est-ce que vous sentez ça? Il y a un vrai... Ouais. Ou bien vous êtes en train encore d'éduquer le marché? Non. Aujourd'hui, le marché est vachement éduqué sur l'intérêt. Et le marché est plutôt à l'étape de se dire ok, on se pose des questions, on essaye de comprendre, mais petit à petit, on est prêt aussi à agir. Et surtout, on ne veut pas louper le train et on ne veut pas que nos concurrents prennent le train avant nous. Donc là, il y a vraiment une réflexion qui se fait auprès des marques. Ok, je pense que le message est passé. Germain, un grand merci d'avoir pris le temps de nous éclairer sur ces sujets d'actualité et d'avenir à la fois. Et on suivra évidemment les évolutions et on sera heureux de vous recevoir de nouveau dans ce podcast. Merci Christophe.